Arturo Brachetti. Vous êtes bien réveillé encore? Bon, un petit coup, hein, parce que sinon on s'endort. Lorsqu'il a fallu penser à inviter quelqu'un sur cet univers un petit peu de magie et 1900, on a tout de suite pensé avec Laurent Mononi à toi, de par la manière dont tu mélanges plein de types de spectacles différents. Est-ce que l'univers de Méliès t'a marqué, Sûrement, Méliès, ça nous a tous influencés. Parce que d'abord, il était magicien, et puis il a laissé, c'est une des rares personnes de cette époque, d'artistes, qui a laissé beaucoup de matériel et de témoignages de soi-même et de son travail à travers les films. Parce que quand on parle de masculine et de Colt et tout ça, on a des 3 secondes, 4 autos, et c'est tout. Et puis il faisait comme ça, c'est tout des témoignages. Mais les témoignages, c'est des faux, souvent. Hein. Des fois, dans les témoignages, on raconte ce qu'on aime se rappeler. Et donc, bien sûr, j'ai découvert Méliès en 1979 quand on projetait une semaine de Méliès dans une péniche. Il y avait une péniche à côté de la Seine qui c'était cinéma. Peut-être quelqu'un se rappelle cette petite péniche. Et pendant une semaine, ils ont fait la semaine Méliès. Avec le pianiste. À Paris, ici. À Paris. Alors, je suis allé avec un collègue qui était naturellement plus cultivé et illuminé que moi. J'arrivais de l'Italie un peu avec mes valises, vous avez compris. Et j'ai découvert ce personnage. Il y avait Mathilde Méliès qui présentait l'œuvre de son grand-père, j'imagine. Et je l'ai revu en 2002 quand il y a eu cette merveilleuse exposition sur Méliès. Donc, il y avait comme quelqu'un qui présentait les bijoux de famille, tu comprends? Alors, avec certain orgueil, avec le pianiste, que c'est une énergie importante. Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui joue, c'est comme quand au théâtre, on a l'orchestre vrai, pas un enregistrement qui arrive par un CD ou quoi. Il y a vraiment une force en plus. Et c'était pour moi une découverte. Bien sûr, je suis tombé amoureux de ce personnage et de ce monde, et après, j'ai découvert tout le reste. Son histoire merveilleuse, ses films, etc. Donc, ce qu'il avait fait, lui, souvent, c'était de transposer les effets qu'il ne pouvait pas faire sur scène au théâtre Robert Houdin, sur scène, à travers des trucs. Il a tout inventé, on le sait, on l'a dit, je pense, des dizaines de fois. Et aussi, il a inventé des choses qui, je pense, on utilise encore maintenant. Par exemple, je parle personnellement, maintenant, on utilise souvent de vidéomapping sur scène. Le vidéomapping, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de projeter sur des vrais objets et des vrais solides sur scène les mêmes objets ou un objet différent. Alors, tu peux avoir sur scène une scène faite seulement par des cubes, et puis avec l'ordinateur, on crée les cubes, on les recrée en 3D, et on peut projeter sur des différentes faces du cube des objets. Donc, tu peux les colorer d'abord, tu peux les animer, tu peux les faire devenir des meubles, etc., etc. Et souvent, maintenant, dans mes spectacles, mais je vu aussi ailleurs, on utilise le vidéomapping comme si il y a l'interaction entre l'acteur et le spectateur, et le film, pardon. Alors, tu peux voir, par exemple, sur scène, un oiseau qui vole, plop, 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 la colombe, quand il arrive là, plaf, tu la prends et c'est une vraie colombe. Et les gens, bien sûr, ils comprennent très bien le truc, mais c'est la poétique de la chose qui est touchante. Et aussi, donc, les interactions qu'on a dans le film. Moi, j'utilise... Par exemple, dernièrement, dans le dernier spectacle, dans un changement rapide qui n'était pas trop rapide, c'est-à-dire 4-5 secondes, pour me changer à Batman derrière une boîte, j'utilise Batman qui arrive
il y a sur scène, comme un paravent, un cube, il y a Batman qui arrive par l'ascenseur, c'est moi dans un film, et moi je vois derrière, je suis prêt, et quand Batman cherche de sortir, je sors, donc on voit comme si le film devenait vivant. Ça, il avait fait aussi Christian Fechner dans ce comédie musicale Frégoli, quelqu'un l'a vu, Frégoli avec Bernard Haller. Voilà, il y a quelqu'un encore vivant qui l'a vu, et ça me fait plaisir. Et il avait créé le moment le plus excitant de Frégoli sur scène, la comédie musicale, c'était le numéro inventé par Christian Fechner, dans lequel les objets sortaient de l'écran et rentraient. Il poussait une poussette avec un enfant, je pense. Hein. Enfin, il n'y avait pas l'enfant. Il le poussait au dehors de l'écran, et la poussette sortait et tombait au dehors de la scène. Il y avait des drôleries comme ça. Il y a des cannes. L'acteur sur scène tirait une canne à Frégoli, soit disons Bernard Haller, et Bernard Haller il a attrapé la canne. Bien sûr, c'était une question de synchronisation. Et donc, ciao, je finis les batteries, non. Et alors, Méliès reste encore, il est survivant, encore. Tu me donnes une autre? Oui, je suis un peu... Merci. Ah oui, la voix du mal italien. Voilà, c'est mieux. Et donc, Méliès, c'est encore dans notre quotidien. Et aussi que les trucs du 19e, on a le miroir, le fameux miroir pour les fantasmagories, le Blue Room. Je ne suis pas très expert, mais quand même, c'est où là? Lui, la Blue Room, tu vois la Blue Room? Ça veut dire faire disparaître quelqu'un lentement sur scène, non? Eh bien, moi, je l'ai vu dans une comédie musicale à Londres, Ghost, il y a 4-5 ans. C'était merveilleux, parce que l'actrice, si vous savez l'histoire, elle reste veuve, et alors le mari apparaît dans son quotidien comme esprit, seulement elle le voit, etc. Et à un certain moment, à la fin de l'histoire, elle dit, il faut que tu t'en vas. Tu t'en vas vers l'au-delà, whatever. Et lui, il disparaît lentement au milieu de la scène. Et la chose, oui, incroyable. La chose incroyable qui se passe, comme souvent, et c'est le confirmer, tu fais un effet magique au théâtre, dans une pièce, personne n'applaudit. Parce que si l'action est bien faite, on travaille beaucoup avec le... C'est moi qui dois me faire exorciser, je sais pas. Alors, il y a un fil. On voit le fil. Alors, c'est que tu fais un effet magique au théâtre dans une pièce et les gens suivent l'action dramaturgique, comique, whatever, et l'effet magique, ça devient une partie fascinante, mais c'est pas le but. Le but, c'est Shakespeare, c'est raconter une histoire. Donc, les gens n'applaudissent pas, et c'est l'acteur, donc le mari de cette bonne femme, apparaissait lentement au milieu de la scène, et tu sentais dans le public, c'était vachement bien fait, très très cher. Je pense que seulement l'appareil, ça coûtait 12 000 €. Le premier jour qu'ils sont arrivés pour faire les répétitions dans le théâtre, ils l'ont cassé. Et donc, ils l'ont refait une semaine après. Et ciao, ciao, les 12 000. Mais bon, c'était très touchant parce que tu suivis l'action, la merveilleuse sensation de cette bonne femme qui se rappelait de son mari. Et lui, il apparaissait lentement. Et puis, curieusement, et je n'ai pas compris comment, l'acteur, il venait l'embrasser. Et puis, il disparaissait une deuxième fois. Donc, le fait qu'il lui devenait vrai, et puis il passait cette fameuse truc, gimmick, hein, pour utiliser un mot chez nous, il arrivait à toucher la vraie actrice, et puis elle disparaissait à la fin. Alors, donc, on utilise la magie tout le temps. Et, dans mes spectacles, très, très souvent, mais c'est toujours mélangé avec des autres choses, avec du texte, de la musique, et surtout pour raconter une histoire.
Alors, des fois, je fais des mises en scène pour des autres. Et on a chez nous un groupe de comédiens qui s'appelle les Aldo Giovanni Giacomo. C'est comme les Inconnus, ils sont 3. Très drôle. Ils faisaient un sketch à l'hôpital dans lequel il y a quelqu'un va pour se faire opérer quelque chose au cerveau. On le fait asseoir. En fait, c'est une clownerie. Et ils n'arrivaient pas à boucler le sketch. Tu sais, le problème des sketchs, souvent, c'est la réplique qui fait ah, c'est fini, tu vois. Et c'est difficile finir le sketch avec le plus grand rire du sketch. Et alors, ils ne savaient pas, écoute, je dis, on peut le faire disparaître. Parce que c'était un siège comme ça, et donc on pouvait faire l'illusion de colta, tu vois. Alors lui, il faisait semblant d'être mort après l'opération, et les autres docteurs, ils couvraient le pauvre acteur, et ils disaient, bon, tant pis, hein, comme ça. Et une troisième, il sort, il prend le linge et il l'envoie dans l'air, et le patient était disparu. Encore ici, pas de l'applaudissement, les gens faisaient et lui, il avait finalement sa réplique, il dit ah, qu'est-ce que putain, les gens s'en vantent pour pas payer le ticket de la caisse, tu vois. Alors, et ça finissait juste, il y avait applaudissements, donc l'illusion, c'était à mélanger avec une action dramatique, et les gens, bien sûr, se demandaient mais comment il a fait disparaître, mais c'était pas le but, parce que le but de la surprise, c'est un mécanisme fascinant, mais très pervers, parce que ça attire une attention merveilleuse, mais c'est stérile. Vu que ça n'amène pas des émotions fortes, que c'est l'amour, la passion, c'est superficiel, tu en veux toujours plus. Tu vois, si tu fais un spectacle de surprise, ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, parce que après, tu as une petite surprise, tu vends une plus grosse, puis une plus grosse, à la fin, tu ne finis plus, tu vois. C'est comme les gens qui racontent des blagues. Vous savez, les blagues courtes. Les blagues courtes, il y a 3 policiers qui rentrent dans un bar, tu vois. 1, 2, 3, il n'y a jamais... Parce que tu peux continuer 6 heures comme ça. C'est très ennuyant. Je m'ennuie beaucoup, moi, quand j'entends les blagues courtes, tu vois. Parce que dans le théâtre, il y a un niveau d'attention, tu vois. Les gens, ils ont besoin de partir dans un voyage. Au début du spectacle, tu as 1h30, ou combien c'est, 1h45, 2 heures, pour finir le voyage. Et la surprise visuelle doit servir à ce voyage, que c'est un voyage dramatique. J'utilise le mot dramatique, mais ça, c'est pas drame, hein, c'est un langage de narration. Voilà. On a pensé aussi à toi, puisque je pense que tu es encore l'un des seuls aujourd'hui à avoir ces formes magiques qu'avait Méliès de pièces magiques, d'associer dans ton théâtre cette idée de jouer plusieurs personnages et de les faire jouer ensemble, de créer une espèce de petite oui, scène. Oui, parce que même chose, pour la même raison, la transformation, la métamorphose pour soi-même, et ça aussi c'est stérile. Moi, je vois, quand on dit « Ah, putain, il y a à la télé des gens meilleurs que toi », je dis « Très bien, ah oui, ils sont plus vite, etc. » Ça dure combien leur sketch ? 6 minutes. Après, ils l'envoient à la télé, ça dure 2 minutes 45. Oui. Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Rien. Je dis, ah bon ? Alors, leur répertoire, c'est merveilleux, vous l'avez vu. Mais c'est comme au cirque, tu vois. Le but, c'est de créer un exercice qui provoque des applaudissements. Waouh, waouh, waouh. Au bout de 4-5 transformations, tu te dis, bon, il a compris que tu te changes vite. And what about now ? Tu vois, une des pires critiques que j'ai eues dans ma vie quand je suis en Amérique, surtout en Amérique, c'était... avant que j'arrivais, is it one trick pony, hein? Est-ce qu'il est un pony qui fait un numéro? Tu sais, le pony qui fait, je sais pas, qui tape 3 fois. Et ça, c'est one trick pony en anglais, ça veut dire quelqu'un qui est merveilleux pour faire une chose seulement. Alors, is it Arturo Brachetti one trick pony? Et moi, j'ai dû me défendre de cette... parce qu'il commence bien, il commence en avant que tu arrives, il commence te faire chier, parce qu'ils n'aiment pas que nous, les Européens, on arrive chez eux. Et alors, j'ai dû démontrer que la transformation, c'est un moyen pour raconter des autres choses, pour provoquer 5 minutes de nostalgie, 4 minutes de rêve, 5 minutes de drôlerie, etc., etc. Parce que la transformation, c'est comme une chanson, c'est comme pour un chanteur, c'est comme un texte pour un acteur, c'est un moyen, et le tour de magie, moi je le vois, la magie, comme un moyen pour raconter des autres histoires.
Et souvent, je dis, vous pouvez faire un numéro de colombe le plus fantastique au monde. 1 colombe, 2 colombes, 3 colombes, 12 colombes, 30 colombes. Un peu, arrête, ça va. Hein. Parce qu'on a compris que tu fais apparaître la colombe. Alors que si tu fais un sketch comme il aurait peut-être imaginé Méliès, tu fais un prisonnier qu'il est dans sa cellule et qu'il rêve de la liberté. Il y a cette petite fenêtre et il met la main. De temps en temps, il y a un rayon de soleil qui arrive et lui, il a hâte de revoir le ciel, le soleil, les nuages. Et avec ses miettes de pain, il se fait une petite colombe en poupée, tu vois, un petit triste à la limite. Et cette colombe devient vraie. Et cette colombe, lui, il la donne un bisou avec la juste musique, il la pousse à travers cette fenêtre et il voit cette colombe qui va vers la mer. Eh bien, je vous promets, il y a les gens qui pleurent dans le théâtre et il y a seulement une colombe. Peut-être avec un truc de merde, pardon, hein, pas pour ce question, avec un très simple, un truc qui flappe, tu vois, même pas une habilité dans laquelle tu dois passer des nuits à te ruiner les mains. Mais c'est important. C'est le but. Le but émotif pour moi. C'est aussi le but de la surprise. Mais c'est toujours lié, la surprise, à l'enfance. C'est-à-dire, souvent dans les spectacles de magie, on dit « Ah, c'est un retour à l'enfance. » Parce que l'innocence de quand on était petit, c'est quelque chose que nous, on passe toute la vie à chercher de rattraper. Tu vois, quand on disait « Demain arrive Père Noël. » Oh, Père Noël, Père Noël. Et tu restes. Cette espèce de merveille que tu sentais dans ton cœur, tu l'as plus. En plus, et tu la perds, mais surtout quand tu deviens grand. Et nous, qui on travaille dans le cinéma, dans la magie, on perd encore plus parce qu'on connaît tous les envers du décor. Alors, tu vas voir un spectacle surprenant, tu dis « Ah oui, ça, j'ai vu ça. Ah oui, c'est le système là. Ah oui, putain. » Et la magie, l'illusion, cette espèce d'innocence, c'est fini où, tu vois? Alors, l'important, c'est d'arriver à provoquer dans le public qu'il a maintenant cette espèce de chose diabolique dans lequel tu veux un dragon, il est là. Tu veux te voir 15 ans plus jeune, tu fais tac, j'ai l'application, je l'utilise tout le temps. et tu te vois enfant, c'est terrifiant, tu vois. La vraie magie, c'est là-dedans. Et bien, quand tu la fais sur scène, il faut arriver à toucher, à rattraper l'enfant qu'il y a dans chacun des spectateurs. Et tu le fais avec tous les moyens ensemble. Donc, quand tu arrives au fur et à mesure, pas tout de suite, c'est un spectacle, ça se déroule sur 1h30. 1h30, vous savez, 90 minutes, c'est la mesure scientifiquement prouvée après laquelle l'attention du public tombe. Alors, tu vois, Les Misérables, qui durent 3 heures, c'est 1h30 première partie, 1h30 deuxième personne. Et il y a 6 cadavres dans le parcours. Donc, il y a beaucoup d'actions. Mais plus que ça, ça devient chiant. Et souvent, les magiciens, on a fait un spectacle, 2 heures la première partie. Oh, tu vois, c'est comme avoir mangé un gâteau trop sucré. Tu dis, ça va, c'est bon, mais là, ça suffit. Et donc, avant le final, quand on a fait beaucoup d'effets magiques, tu arrives, les gens ils sont en complète confiance dans ce personnage qui est sur scène, qui les a amenés dans ce voyage. Et là, tu peux toucher le cœur et ça fait la petite larme. Et c'est très important. Mais bien sûr, le cœur, tu es arrivé au cœur de l'émotion parce que tu as préparé cette petite escalier de retour vers l'enfance. Est-ce que je me suis expliqué? Oui. Bon, non, mais c'est des tuyaux qui sont très utiles. Mais j'ai tout un système pour comment on conçoit un spectacle. Comment on conçoit un spectacle pour garder l'attention des gens. Next. Du coup, j'ai projeté un monsieur. Tu pourrais nous en parler de cette personne? Oui, c'est surtout comment tu as commencé à faire les tours à te transformer. J'étais au collège, j'étais au séminaire, j'étais un peu nounou. Alors, on ne me faisait pas jouer au football parce que j'étais nul. Alors, je faisais le club du théâtre. Et j'ai découvert un prêtre qui faisait les tours de magie. Et ce prêtre, il m'a donné un livre sur Frégoli. Et moi, je me déguisais parce que j'étais timide. Alors, en chinois pour faire un tour chinois, en indien pour faire la corde indienne. Et puis, à travers ce livre de Frégoli, j'ai découvert ce personnage. Et j'ai commencé à me transformer. D'abord, c'était 3 personnages, après 6 personnages.
Et je suis parti à la recherche de Frégoli. Et les trucs qui sont morts avec lui, c'était des trucs très simples. Je l'ai découvert par déduction, comme lui il fait, tu vois. Ça peut pas être comme ça peut être comme ça, donc c'est comme ça. Une des choses, les trucs les plus communs de Frégoli, qu'il avait 6 assistants qui payaient avec un potage et un bout de saucisse par jour, et donc c'était beaucoup plus facile de partir en tournée. Et Frégoli, ce qu'on lit de Frégoli, c'est surtout de la légende. Parce que le livre à part les critiques, le plus important sur lui, c'est Frégoli raconté par Frégoli. Bon, ok, c'est merveilleux. Alors, Frégoli naît à Rome en 1867, et c'est un jeune rigolo, il fait plein de blagues, il part en Libye militaire, quand il avait déjà commencé à faire du théâtre, et en Libye, quand les Italiens et les Français croyaient encore aux colonies, on allait, nous aussi, on veut l'Empire, et on va dans les plus pauvres pays du monde, comme l'Érythrée, pour lui voler un peu de terre. C'était terrible. Mais bon, les militaires étaient envoyés, et lui, c'est le rigolo du régiment. Alors, on lui demande de faire des sketchs dans le théâtre Margherita, ça, on l'avait appelé, mais le théâtre Margherita, c'était un champ avec 4 poteaux, tu sais, c'était à la guerre, hein. Et à un certain moment, il paraît qu'on lui demande de faire une parodie de l'Aïda. L'Aïda a été fait par Verdi 4-5 ans avant. C'était un truc très, très nouveau pour eux. Et il paraît que les autres militaires, ils n'étaient pas là, ou peut-être ils étaient blessés ou quoi. Alors lui, il se retrouve à faire tous les personnages. Et il commence à faire ce sketch, et c'est un grand succès. Et il commence à découvrir que lui, il a un talent de pouvoir changer ses voix et aussi son déguisement pour faire plusieurs personnages. Alors on dit que Frégoli, il chantait comme soprano, mezzo-soprano, ténor, basso, baritone et basso. C'est pas vrai, parce que moi j'ai entendu les disques, tu vois. Il y a des disques sur Frégoli, des 78 tours, dans lesquels la leçon de chant, etc. Et on entend 2 voix, un baryton qui fait le soprano, que c'est tout à fait logique, parce que c'est les barytons, quand ils font le falsetto, ils font le soprano pas bien, mais lui, il aimait mettre sur les affiches tout ça très patent. Mais il faisait justement des pièces toutes seules. Après, il rentre à Rome, il commence à développer cet art de la métamorphose, et il crée un de ses premiers sketchs qui s'appelle Camaleonte, qui puis il s'appelait aussi Fregolineide, etc. C'est une petite pochade qu'il a pratiquement portée jusqu'à la fin de sa vie. C'était la typique pochade à la Courteline et l'autre là. Feydeau, tu vois, c'est l'Alzheimer qui commence. C'est-à-dire le mari, la femme, l'amant et quelqu'un d'autre, tu vois. Et justement, ça commence avec le mari qui est en train de préparer sa valise. Et il dit à sa femme qui est dans la coulisse, ma chère, je dois partir. Fais attention, on ne fait pas rentrer personne parce que je m'en vais. Alors lui s'en va. Et je suis pas dans notre pièce. La femme arrive et dit ah oui chérie, oui, j'ai entendu bien sûr. Ok, t'inquiète pas, je vais à la toilette. Alors il arrive un vieux serviteur et le vieux serviteur il est instrué par le mari. Attention, il y a ma femme ici toute seule, tu ne dois pas faire rentrer personne. Il n'y a pas de problème. Et lui, il part, naturellement, et la femme, dès le mari part, ouvre la fenêtre, et il y a son amant qui, de l'autre côté de la fenêtre, on entend une guitare. Alors, bien sûr, lui, il se retournait vers la fenêtre, et faisait « Ah, ma belle, comment tu es belle ?» Merci, etc. Donc, c'était très naïf. Hein. Il n'y avait pas de trappe, parce qu'on n'amène pas les trappes en tournée, malheureusement, je le sais. Et donc, après, elle fermait la fenêtre, et elle dit, je vais me préparer. Alors, il faisait le tour du décor, très petit, les décors. On va voir des films après, ouais. Et c'est très petit, c'est 3 portes. C'est comme le théâtre Robert Houdin. Et lui, arrivé comme
comme amant, il sautait par la fenêtre, etc. Puis, ciel, mon mari, il est retourné, donc, dans le placard, il y avait le placard, comme chez Méliès, etc., etc. C'était, je ne sais pas, 25 transformations. Ça durait un quart d'heure, tu vois. Et il a un grand succès avec ça. Et puis, il ajoute à ce sketch, notre sketch, le sketch du pupitre, c'est-à-dire les changements rapides derrière un pupitre. Et alors, il paraît que ce sketch, c'est lui qui l'a dit, il a pris un magicien français qui s'appelait Castor Fax. Quelqu'un connaît de ce personnage qui est resté dans l'ombre à part dans ce livre, Castor Fax. Bon, si vous n'avez rien à faire, toi, que tu aimes faire de l'archéologie magique, tu vas chercher Castor Fax. Eh bien, lui, il faisait un numéro de pupitre, dont c'est pas Pregoli qui l'a inventé. Et on peut voir aussi dans le film Luci della Ribalta de Fellini, Luci del Varietà de Fellini, Gelsomina, sa femme, qui fait un numéro de transformation derrière un pupitre. C'était très naïf. Hein. Elle descendait, il avait une barbe, se mettait, il enlevait un truc. Napoléon, Giuseppe Garibaldi, etc. Et c'était très naïf. Mais lui, il a eu l'idée de faire les directeurs d'orchestre. Donc, le pupitre avait une raison d'être, parce que les directeurs d'orchestre, ils jouent devant une pupitre et il dirigeait, on va le voir dans le film, l'orchestre, il partait en tournée avec une petite orchestre quand il a eu de plus en plus de succès. Et les musiciens, les compositeurs à l'époque, c'était des grandes stars. Tu vois, Wagner, tout le monde connaissait la tête de Wagner, plus ou moins. Tu vois, sur les journaux, on voyait en noir et blanc Giuseppe Verdi avec ses moustaches, on le connaissait, et Rossini, etc. Donc, il faisait tous ces personnages, et ça, c'était notre sketch. Et donc, il a commencé à avoir un répertoire avec... Il paraît que dans une soirée, il pouvait faire 80 personnages. Et il a voyagé tout le monde avec ce répertoire. Son spectacle, c'était en 3 parties. La première partie, c'était un sketch style Camaleonte, une pochade, ou une autre qui se passait dans un lieu très... dans une pièce. Hein. Alors, l'Eldorado, c'est toujours en deuxième partie. Et la troisième partie, c'était le Fregoligraphe, c'est-à-dire Fregoli et le cinéma que j'aimerais bien te développer ici. Alors, excuse-moi, oui. Du coup, tu parlais des pièces magiques, c'était pour ça. Quand il vient à Paris, du coup, il fait lui-même son programme. Et donc, on avait une pièce qui s'appelait Le train de 9h30, puis Le Caméléon, Le garçon éclair dont tu parlais, oui. Mimi, L'abeille, L'honnêteté et 9h30. Il y avait des pièces différentes tous les soirs. Oui, parce que ça durait 20 minutes, les pièces. Et le spectacle entier, peut-être, ça durait presque 2 heures. Ouais. Et parce qu'il le faisait 2 fois par jour, souvent, hein, parce qu'à l'époque, il travaillait, les artistes. C'est pas comme maintenant. Hein. Business class, 4 étoiles, mon cul. Hein. C'était tout le monde dans le train, allez. Et donc on a le maître de chant ici. Oui, le maître de chant, c'était une pièce dans laquelle une jeune étudiante, il y a un pianiste, et lui il arrive comme pianiste, il va derrière un piano, il commence à jouer, il y a sa tête qui reste parce que c'était un faux crâne, il arrivait par l'autre porte, il faisait la fille qui arrivait pour la leçon, et puis le ténor qui arrivait pour la leçon. Donc le ténor, il était substitué par un demi-buste de marionnette, on voit dans les photos, tu vois, la marionnette comme le ventriloque, mais lui, il se retournait de dos et faisait « Bonjour, mademoiselle !» Il y avait l'autre qui tirait la ficelle, tu vois. Et ça, c'était la légion de chant. Et moi, j'ai eu l'idée, dans le numéro de Far West, quelqu'un l'a vu, de faire le pianiste qui va derrière le piano, et puis il court de l'autre. Dans ces genres de numéros, je n'en fais encore un maintenant, c'est une cuisine dans laquelle je fais tous les personnages. C'est les numéros les plus fatigants, parce que c'est pas le problème de se changer de costume, le problème c'est de courir très vite d'une porte à l'autre. Et alors, tu peux faire 3 mètres de course le plus vite possible, mais c'est toujours 2-3 secondes. Hein. Il n'y a rien à faire. Et changer de personnage. Mais changer de personnage, ça va. C'est pas ça le problème. Oui, la voix, oui. Et surtout l'attitude. Ce que je vois, par exemple,
quand je vois des autres transformistes, je dis, mais ça se voit toujours que c'est lui. Tu vois, c'est lui, oui, c'est lui, homme-femme, c'est lui. C'est de trouver une façon que chaque personnage a sa propre énergie, et sa propre démarche, sa propre hauteur. Alors, il y a des personnages qui cherchent d'être plus petits, des autres qui marchent plus grands, et chacun a son énergie. Alors, la difficulté, par exemple, dans des numéros, c'est de faire, je sais pas, un personnage très vivant, etc., etc. Et puis tu fermes et tu ouvres, c'est un Pierrot qui va très doucement, mais tu as dans ton corps, t'as encore le cœur qui pompe le personnage précédent. Et alors, tu vois un Pierrot qui sort, mais il est tout transpiré, parce que mon cœur, il va à 90, tu vois là. Mais c'est important que chaque personnage a sa propre identité. Et ça, c'est la chose la plus troublante et qui dérange plus le public. C'est d'avoir vraiment dit non, c'est pas lui, c'est pas possible. Non, parce que dit mais les costumes changent. Mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment l'émanation. Et ça, c'est un travail d'acteur. C'était la chose la plus dure que j'ai appris dans ma vie. Et ça m'a pris 20 ans. Oui. La vitesse, ça s'apprend. Mais le fait de pouvoir être schizophrénique pour jouer, ça m'a pris beaucoup d'années. Parce que souvent, je fais, je sais pas, une pièce, Les Maxibules de Marcel Aimé en Italie, dans lequel je faisais 33 personnages. Et le metteur en scène, je dis, putain, je vois que quand tu te retournes vers la coulisse, tu vois ton assistant prêt avec le costume, et tu penses déjà au costume tu vas te mettre, etc. Ça se voit. Même ça se voit dans le sens que ton attitude, elle est déjà là, il y a qui m'attend, etc. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir garder le personnage d'un vieux qui sort comme ça, et puis sortir tout de suite, et puis ça. Alors, moi j'adore. Oui, c'est le jeu d'acteur. Oui. C'est le jeu d'acteur, c'est la merveilleuse mensonge qu'on vit quand on fait du théâtre. Tu sais, moi, je travaille avec Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi, vous vous rappelez, La Cage aux Folles, Ugo Tognazzi, grand acteur italien. Et moi, on a fait une pièce ensemble, et lui, il mourait dans mes bras, il se suicidait dans cette pièce. Et lui, pas la première semaine, pas la deuxième, parce qu'on est sérieux, mais pendant, je sais pas, les mois après, il disait « On va manger où ce soir ?» Et le public, il était en train de pleurer parce que son personnage mourait. Ça, c'est le jeu du théâtre. Et le jeu du théâtre, ça te permet aussi de pouvoir jouer du Shakespeare et de voir, moi je le fais très souvent, une lumière qui est mal placée. Et pendant que moi je me change, je peux très bien faire un spectacle. Et je sors, je dis « troisième rangée ». Puis, troisième rangée centrale, elle fait des photos. Alors les autres parlent. Il y a quelqu'un à la troisième rangée centrale qui fait des photos. Parce qu'on est un peu détaché. Il y a comme une double personne chez un bon transformiste, je pense. Quelqu'un qui se laisse aller dans le jeu complètement, et une autre très rationnelle qui invente les trucs et qui est en contrôle de cette marionnette qui est l'acteur. Et je pense que Frégoli, il était comme ça. Bon, pour continuer la vie merveilleuse de Frégoli, il est arrivé à Paris en 1900, l'année 1900, et il travaille au Trianon de Paris, et il commence son spectacle avec un succès discret. Mais après quelques jours de previews, le Trianon brûle. Oui, un théâtre à l'époque, presque 1000 places, brûle. Maintenant, c'est beaucoup moins, parce que tu sais, les feux, fight regulation, tu vois. Et brûle, alors il a un succès enfin, toute la presse s'intéresse. Bon, le théâtre, il est disparu, et surtout, Frégoli, cet artiste italien, dont tout le monde s'intéresse à ce Frégoli. Et lui, il fait un pari avec soi-même. Un mois après, il réouvre à l'Olympia, théâtre de 2000 places à l'époque, et il reste presque une année à l'affiche, un record encore inégalé. Nouveau mot, je vais m'écrire. Et alors, il devient une légende. Et à partir de Paris, lui, il fait vraiment le tour du monde, de Sud-Amérique et tout ça, etc. Alors, Frégoligraphe, je peux parler de Frégoligraphe ? Alors, en 1897, 2 ans après la présentation au café des Frères Lumière, il va
tourner à Lyon et il rencontre les frères Lumière. Et lui passe, il paraît, une semaine chez eux parce qu'il est enthousiaste de cette nouvelle invention. Imagine-toi, lui, il était fasciné et un peu possédé par la vitesse. Moi aussi, malheureusement, la vitesse, c'est une partie de mes fantasmes, tu vois. Et alors, il voit cette photo en mouvement, ces films où il y a la vitesse Méliès, tu vois. Toutes ces choses qui, dans une minute, il te raconte plein d'histoires, il y a plein de surprises. Il est fasciné par ce monde et il va chez les frères Lumière, il se fait montrer tous les mécanismes et tout ça. Il achète un appareil pour projeter des photos, pour projeter du cinéma. Il l'achète, comme on sait très bien, parce que je pense que tout le monde le sait, les frères Lumière, ils s'en foutaient du cinéma comme moyen pour raconter des histoires. Vous le savez, ça, non? Pour eux, c'était une invention pour documenter le monde, et les documentaires, tu vois. Les gens qui sortent de l'usine, c'était très bien pour eux, tu vois. Alors que Méliès, il a fait ça aussi. Vous le savez qu'il a fait un des premiers vidéomapping de l'histoire. Quand il a tourné les falaises, hein, la mer. Il a fait un petit film en Normandie. Et il a tourné les ondes de la mer qui se cassent sur les rochers. Et il a porté ce petit film, je pense de 2 minutes, projeté dans son cinéma. Il était un tel succès qu'il a dû projeter sur la façade des théâtres du boulevard des Italiens. Non? Oui. Oui. Parce que les Parisiens, ils n'avaient pas vu la mer. La majorité des Parisiens, ils voyaient la mer dans une photo. Ils ne bougeaient pas. Alors, ils voient tu vois le cinéma, le mouvement, tu vois la magie, tu vois la mer qui bouge, la tempête. Tcha. Et les Parisiens, ils étaient enthousiastes de voir la vraie mer, même les gens qui ne pouvaient pas, les pauvres, soi-disant, au moins dans un film. Et les frères Lumière aimaient ça, tu vois, la documentation du quotidien ou du progrès, etc. Méliès et quelques peu d'autres au début, ils ont commencé à dire, mais on peut raconter ces histoires. Et Frégoli, la même chose. Donc, achète cet appareil chez les Lumières pour projeter des films de Lumière, et puis se dit, mince, mais je pourrais moi aussi faire des films. Alors, comme il a fait Méliès avec un copain ingénieur mécanique, il commence à démonter la machine à projeter et faire une machine pour prendre des images, n'est-ce pas? Parce que les Lumières, ils étaient un peu chiants, tu vois, avec leur invention, je pense. Un peu jaloux. Alors il a, soi-disant, inventé le frégoligraphe. Et avec ce frégoligraphe, il crée un répertoire d'environ 15 minutes de petits films. Frégoli au café, Frégoli derrière les coulisses, Frégoli magicien, Frégoli qui fait une... Chez le barbier. Chez les barbiers, des choses de la vie quotidienne et aussi la sérénade et aussi des sketchs qui, lui, il a enregistré exprès pour faire des films. Et il y a des films, je n'ai porté 2, tu l'avais, mais... Oui, tu veux les voir? Alors, la chose curieuse, avant de les voir, c'est que il tournait ces films dans sa maison, sur le pré de sa villa, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de lumière, hein, parce que c'est comme la maison de la lumière des frères de Méliès. Ils avaient besoin de beaucoup de lumière. Donc, tu vois, il avait amené le décor du cinéma dans son jardin, du théâtre dans son jardin. Et quand il sort par la porte, tu vois derrière des arbres. Parce que c'était probablement, c'était dans le jardin, il y avait des rosiers, je ne sais pas. Et on va voir des cinémas, des films, et oui, on les commente après. Oui. On les commente après. Super. Le premier, c'est lequel? Alors, on va commencer par le Frégoli en coulisses. Frégoli? Non, tout de suite, tu vas voir ça? On dévoile les trucs comme ça? C'est toi qui nous les as envoyés. Oui, mais c'est ça l'ordre, on ne peut pas changer? Sinon, on peut commencer par... Elle transpire, mademoiselle. Ah oui, commençons par... Tu peux changer l'ordre? Arturo, si tu peux faire Frégoli magicien? Super. Hein? Comme ça, on va voir un grand classique de la magie, que c'est le cornet aux fleurs. Oui, le voilà, le cornet aux fleurs de Frégoli. Voilà, sur la table, tac, tac. Et la prise, et voilà. Et en plus, sont colorés. Et alors, c'est amusant, parce qu'il parodie Herman.
à un magicien de l'époque. Et, Oui. le tour qu'il fait, c'est un tour de Buet et de Colta dont on a Oui. parlé ce matin à nouveau, qui est les productions des fleurs. Oui, couronné aux fleurs. Voilà. C'est beaucoup, hein, franchement. C'est impressionnant. Ouais. Tada. Tada. C'était lui. Et lui, il s'en va et voilà On le voit les jardin. arbres derrière. Ça, c'est Frégoli dans les coulisses. Tac, 1, 2. Tu vois, il a 3 assistants ici, mais il est arrivé jusqu'à 6. Voilà. Et il sort. Et rentre. Et puis, regardez ici. C'est où la perruque? C'est où la perruque? Ah, il est là. Tu vois? Non, là, c'est où? Tac. Et puis, c'est tout qui reste. Et le dernier. Ah oui, ça, c'est dont tu parlais. les compositeurs. Rossini, Truc, Wagner, il y avait des panneaux qui descendaient. C'était des masques je l'ai touché, ces masques. Et Frégoli descendait dans le public, prenait la place de son propre chef d'orchestre pour faire ça. Truc. Mascagni, c'est le beau. Et naturellement, ce sketch a duré peut-être 4-5 minutes minimum. Hein. Il enchaîne. Voilà. Et vous voyez, c'est un peu naïf, mais... Et on en a peut-être un dernier Oui. à projeter en cabine directement qui vient du CNC qu'on a pris. Ah oui, ça c'est drôle. Voilà, le jardin. Ça, il ne le faisait pas dans ses spectacles. C'est seulement pour le cinéma qu'il a fait ça. Et voilà. Mais on peut applaudir quand même. Hein. Mais surtout, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de velcro, il n'y avait pas de bouton pression, il y avait tout. Vous voyez, quand il tire le fil par le pantalon. Il faut savoir que Frégoli présentait ces films-là dans ses propres spectacles. Oui, c'était la troisième partie de son spectacle. Alors, y compris les changements de costumes, ce que vous voyez. Oui, il faisait une première partie la pochade, deuxième partie l'Eldorado, qui c'était 45 minutes, c'était la parodie du musical. Parce qu'à l'époque, le musical, c'était comme la télé maintenant, c'est-à-dire la quotidianité. Tout le monde allait au musical pour s'amuser. Donc, il avait les vedettes du musical, tout le monde connaissait la tête et le répertoire des vedettes. Donc, il faisait la parodie des vedettes du musical. Et des fois, les numéros des directeurs d'orchestre, ils étaient, le magicien, il était inclus dans l'Eldorado. Et en troisième partie, il projetait le film de Frégoligraphe, ce quart d'heure de répertoire. Et souvent, il se mettait à côté de la scène, pas derrière, parce qu'il faut se rappeler que les films, ils étaient projetés, rétroprojectés, parce que la luminosité n'était pas terrible, donc voilà, le Frégoligraphe, il descendait une toile avec un trompe-l'œil autour, que ça faisait comme une cadre, et par derrière, on projetait ces films. Et lui, il restait dans la coulisse et il se doublait. Il faisait, dans le moment où il y avait une sketch, il disait « Ah, j'arrive, attention, oh ciel, mon mari !» Il faisait du doublage en direct de son propre texte, de ses propres personnages. Ouais. Et je pense que c'est un des premiers à faire des choses comme ça. Non, il y avait quelqu'un d'autre qui chantait comme ça en direct avec un film. Et donc, voilà. Oui, ce qu'on n'imagine pas, c'est le succès énorme qu'a Frégoli à Paris. Il va rester, tu l'avais dit, presque un an. Oui, et puis il revient en 1905. Et on a trouvé des images là, avec des campagnes de pub où il y avait des dizaines de personnes qui se baladaient dans Paris avec les portraits du spectacle de Frégoli. Il y avait dans Paris des espèces de grands pendrillons avec le portrait de Frégoli. Il est dans la presse tous les jours pendant près d'un an. Frégoli, comme Houdini, était un magicien de la communication. Et voilà, et il y a plein de produits dérivés, dont tu as parlé des disques qui sont là, mais aussi Celle-là, tu la vois, la première en haut? Ouais. Tu la vois, elle est pliée, c'est une carte, tu la ouvres, et dès que tu ouvres, cette partie blanche, c'est le chapeau qui
qui descend. Vous imaginez, c'est une petite origami. C'était la Tu carte ouvres de la visite. carte qui a plié en deux. Dès que tu l'ouvres, la partie centrale fait et c'est le chapeau. Ce que tu voyais en blanc, c'est la partie qui va se rebattre. C'est curieux. C'est un photogramme On de pourrait ce la film. refaire. Hein. Et puis toutes les partitions qu'on va trouver de Frégoli, Oui. de toutes ces pièces. Et les disques dont tu as parlé. Souvent, bon, la vitesse avec laquelle je changeais, c'est relatif à l'époque, tu vois. C'est comme disait, on disait, c'est une voiture qui va comme une fusée. Elle allait à 30 à l'heure, hein, donc Hidalgo sera contente, mais c'était tout relié à l'époque. Donc, il se change comme un éclair. Mais tu as vu dans la coulisse, passe-moi ça, c'est où le gilet? Ah, lui, merde. Alors, mais il faut savoir que les femmes prenaient des fois 20 minutes, une demi-heure pour s'habiller tous les matins, les femmes de la bonne société. Un homme aussi prenait beaucoup de temps. Il y avait les chaussettes, il y avait l'élastique qui tenait la chaussette, il y avait la chemise, il y avait un plastron, il y avait toutes des petites perles à mettre, le col était séparé. Donc, voir quelqu'un qui s'est changé en 6 secondes ou 7, que c'est déjà beaucoup, c'était un éclair. Mais maintenant, avec la télé et le cinéma, surtout grâce à Méliès, qui a inventé le 4 et se transforme, disparaît tout ça dans demi-seconde, les gens ils se sont habitués à ce rythme. Et c'est difficile maintenant, avec la réalité, pouvoir suivre et arriver à ce rythme. Mais on peut aller à pas mal près. Et ce que je trouve intéressant dans ce que faisait Frégoli, et y compris de ce que toi tu fais, c'est ces moments un petit peu plus poétiques où il n'y a quasiment rien qui est sur scène, où ici on voit Treyway, qu'on a vu au début, faire de l'ombromanie, où ici des chapeaux à transformation, où tout d'un coup, y compris chez Frégoli, on passe de grandes mises en scène avec beaucoup d'accessoires et de décors à des moments de poésie où il se passe quasiment rien. Tu sais, dans un spectacle, il y a des courbes d'attention, etc. Si tu vas dans un spectacle toujours à 200 à l'heure, c'est ennuyeux, parce que ça va toujours à 200 à l'heure. C'est tout simplement. C'est beau. Non. Alors, le spectacle, pour être intéressant, ça doit avoir des courbes comme ça d'attention et d'action. C'est toujours comme ça depuis des siècles. Alors tu as quelque chose tu as un numéro par exemple qui va vite et puis un numéro petit, intime presque, pour répartir. Alors les gens ils ont l'impression de faire un voyage très varié. Et c'est beaucoup plus entertaining, c'est plus, comment on dit, amusant, non pas amusant, ça plus fascinant, plus payant, avoir de la variété. Et aussi, comme Shakespeare aussi, vous savez, Shakespeare, il met des comédiens drôles avant les scènes tragiques les pires, tu vois, parce qu'il sait que quand tu vas tu dérailles un peu vers là, quand tu reviens vers ton but principal, que c'était pour Shakespeare, le drame, pour nous, créer de la surprise, tu as encore plus d'attention. Et comment est venue chez toi l'idée de faire de l'ombromanie, par exemple, des dessins de sable plus rapidement? Alors, l'ombromanie, parce que je travaillais en 1981 avec Prasanna Rao. Vous connaissez Prasanna Rao? Oui. Alors, c'était un des 3 personnes qui, en Europe, 2, qui faisaient les ombres en 1980. Primo Grotti, Prasanna Rao, tu vois. Quand tu allais chez l'agence Tabel, je disais, et les numéros d'ombre chinoise? Ah oui, Prasanna, c'était les 2 ou peut-être 3. Et Prasanna Rao, c'était un Indien, déjà avec un certain âge, il avait 60 ans quand je travaillais avec lui, et on était en Allemagne, dans un spectacle, et je le présentais, j'étais présentateur, et il faisait son numéro de ombre chinoise. Et je voulais apprendre ça. Alors, je restais dans la coulisse tous les jours, regarder. J'ai copié, tu vois, une ombre un peu comme ça, de merde, pour dire. Puis j'allais dans ma loge, j'avais une lampe, j'ai dit, ah oui, c'est pas ça, merde. Je revenais, et lui, il continuait son numéro, donc je devais apprendre une demi-ombre tous les jours. Mais je passais presque une année ensemble, et puis j'ai découvert un livre, c'est le livre classique des ombres chinoises, que c'est le livre de Treyway. C'est les ombres que maintenant, dans tous les livres des ombres de maintenant, on copie pratiquement la position des mains et le répertoire de Treyway. Et
Et après, les ombres, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai appris dans ma vie. Parce que tu fais une ombre et tu te trompes. D'abord, chercher une lampe juste, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas encore les LED en 1980. Alors, il faut chercher une lumière puntiforme, un point lumineux. C'est pour ça que les ombres chinoises, ils marchaient bien quand les gens illuminaient leur maison avec la bougie. La bougie, c'est une lumière puntiforme, vous comprenez? C'est ponctuel, qui bouge un peu, mais au moins, c'est assez net. Ça, c'est assez net, par exemple, parce qu'on est loin. Mais dès que tu mets une ampoule, tu fais une ombre. Et alors, c'était difficile d'avoir des halogènes très petites en 1980. Puis on a inventé les LED, merveilleux. Mais la chose la pire, c'est que tu fais une petite erreur sur la main, ça fait un monstre sur là, tu vois. Et de la fin, c'est facile, tu vois. Vous le voyez. Oh, c'est beau. Alors, ça, c'est les Non. Enlève-moi la lumière. Voilà. Et puis, tu peux jeter. L'œil. Alors, la colombe. Oui, c'est toutes les idées qu'il peut faire. Des inventions comme ça. Par exemple, l'éléphant qui est le plus difficile, vous le voyez petit parce que normalement quand je le fais, je m'approche à la lampe et donc à l'éléphant, si tu te trompes, oui, je ne vais pas là. C'est pas vrai. L'éléphant, quand on se trompe, on dirait qu'il devient monstrueux. Alors, pour trouver l'équilibre entre le fait que les doigts ils partent en couille, tu vois, comme ça. Il faut qu'ils restent parallèles. L'oreille ne doit pas sortir trop, sinon on voit que c'est pas une vraie oreille, c'est un doigt. Ça, c'est l'œil là. Alors ça, c'est difficile. Moi, je fais des animaux. Arrête. Mais il y a des numéros de nombres chinoises fantastiques maintenant dans le monde qui utilisent aussi 2 couleurs de lampes pour créer. Moi, j'aime pas quand il met les silhouettes, pas trop, parce que c'est un numéro, je pense qu'il est beau parce que tu dois avoir l'impression que le papa peut faire au fils avant de s'endormir, quelque chose que tu fais à la maison, quelque chose qui, avec la lumière du soleil, tu peux créer un monde. Ça, je pense que c'est fort. Si tu commences à mettre beaucoup de découpage, de slides, la diapositive. Des vidéos. Oui, des vidéos. Alors, ça devient un mixte. Voilà, qui je trouve que ça enlève le côté rêveur. Parce que une des choses qui marche très fort au théâtre, c'est quand on fait rêver les gens. Et on demande à eux d'imaginer le château qu'il n'y a pas. Vous comprenez? Oui. Alors, si maintenant, avec les LED wall, ils font des trucs incroyables, même au théâtre, ils mettent le LED wall, on a tout. C'est comme une télé. Mais l'acteur disparaît. Tu vois, si tu vois, j'ai vu Cyrano merveilleux à Londres, dans lequel il y avait cette guerre à l'horizon, et on voyait dans la fumée des petites lumières, on entendait des bruits, et tu vois un soldat qui sort de la fumée et s'en va avec on croyait du feu, etc. Bon, il n'y avait rien, il y avait 4 projecteurs qui font comme ça, de la fumée et un peu d'action scénique, mais tu t'imagines la guerre. Alors que si tu fais voir la guerre, au théâtre, c'est toujours plus petit. Parce que quand tu utilises ta fantaisie, c'est toujours plus gros. Et ça chatouille le jeu qu'on fait, tout le monde fait quand on est petit. Regarde, l'épée, un bout de bois. C'est mon épée, je vais te tuer. Ah oui, Darth Vader, non, je suis le roi. Ah non, je suis un directeur de musique. Ah non, c'est pour le violon. Tu vois,
Alors, l'objet, pour un enfant, il est relatif. Il imagine tout le reste. Il imagine le monde qu'il y a derrière. Et quand tu le fais au théâtre, on revient au chatouillement de l'enfance, ça veut dire le moment dans lequel tu rêves. Ah oui, moi aussi je faisais ça. Ah oui, et tu fais un contre-jour juste, et tu as, je sais pas, la mort qui arrive, tu vois. Dans Les Misérables, oh, excuse-moi, je parle trop. Vas-y. Non, mais... Dans Les Misérables, à Londres, 1984, la première des Misérables à Londres, on était étonné dans cette merveilleuse mise en scène par un effet spécial tout à fait simple. Tous les fois, il y avait une poursuite sur les acteurs, et tous les fois quelqu'un est en train de mourir, la poursuite devenait très blanche, très blanche, et puis elle s'éteignait lentement. Comme si, par exemple, toi, tu es en train de mourir sur scène, et moi je le regarde, je dis non, papa, ne meurs pas. Il devenait très fort, la lumière, et puis et les gens, le public sentait comme si l'âme était sortie, alors qu'il n'y avait pas une projection, un effet spécial, tu vois, un hologramme, non. Il y avait l'utilisation très savante d'une lumière de scène, parce que c'est l'évocation au théâtre qui marche plus fort que la vérité complètement annoncée et mise en scène. Et c'est ce que je trouve très beau dans ton spectacle, c'est qu'après l'espèce de débauche de costume, il y a des moments comme ça où il n'y a plus que tes mains dans la lumière. Et finalement, on se rend compte que la magie, elle tient au gigantisme de tout ce que tu montres et à ces moments complètement ténus et d'ombre manie, par exemple, ou de chapeau multiforme. Oui, mais je vais à la recherche de cette... Souvent, c'est le genre du numéro, ça arrive de la pauvreté de l'artiste. Parce que les hommes chinois, je pense qu'ils sont vieilles comme le temps, parce que depuis, je ne sais pas... 300 000 ans, l'homme, on a un rayon de soleil et un bout de sable sur lequel projeter l'ombre de notre corps. Et le chapeau aussi, c'est une invention. Alors, le chapeaugraphie, il paraît que c'est une histoire très bizarre parce que les Français ils disent que c'est leur invention, les Italiens disent que c'est leur invention. On est de toute façon au début du 1600. Alors pour nous, l'histoire italienne, c'est que ce bonhomme qui s'appelait Tabarrino di Valguardesca part de l'Italie et, avec ce chapeau troué en cherchant fortune et survivre aussi le quotidien parce qu'il ne mangeait pas à l'époque. Et il arrive à Paris et il enchante le public parisien avec ce chapeau troué, un chapeau tellement vivant qu'il parle, il disait les chroniques de l'époque. Pour les Français, c'est un artiste français, mais toujours tabarin. Et c'est curieux que le mot tabarin, c'est le mot avec lequel on décrit les premiers lieux de variété. Alors, avant de l'appeler folie machin, que ça arrive, c'est pas la folie, c'est les folies, c'est des... Quand on dit folie bergère, folie Pigalle, folie machin, c'est pas la folie, c'est les folies, les feuilles, parce que les gens, c'était des gazebos, gazebos? Des kiosques de feuillage sous lesquels on servait du vin. Il y avait quelqu'un qui chantait, et qui racontait des histoires et qui faisait des numéros. Donc les folies, c'était des lieux de restauration, des lieux de spectacle, les premiers cafés chantants. Okay, les premiers. Et tabarin, le mot tabarin, c'était, quand il était mort, aussi pour dire lieu dans lequel on fait un spectacle de variété. Ok, on est toujours 1600 et quelque chose. Lui, il faisait ce numéro qui durait 50 minutes avec son frère sur la place des Innocents, sur la place Sulpice, etc. Et il interprétait avec ce chapeau qui changeait les personnages de la ville, le docteur, l'avocat, le marin, etc. Tout ça, tous ces 50 minutes de drôlerie, je pense, de gag, c'était un sketch. Il servait pour vendre à la fin du spectacle un sirop miraculeux avec lequel la famille vivait pour de vrai. Alors, le spectacle, c'était pour ramasser des gens et puis promouvoir le sirop miraculeux avec lequel la famille pouvait se maintenir, etc. Alors, ce chapeau,
il était presque oublié. Et puis, un producteur anglais de télévision, John Fisher, il m'a fait cadeau d'un petit livre de la fin du 19e siècle, très curieux. Il s'appelle Make Yourself Your One-Man Show. Faites vous-même votre spectacle tout seul. Alors, il y a un chapitre pour les marionnettes, un chapitre pour la chapeaugraphie, un chapitre des ombres chinoises. Des choses curieuses. J'ai vu les marionnettes comme ça, avec la tête et le corps fait tirer avec des baguettes. Alors, si vous vous rappelez, Shirley et Dino, ils font un sketch tout à fait comme ça, tu vois. C'est avec la tête sur un petit rideau noir ou rouge, et avec des tiges, ils bougent le corps, qui est très court, comme ça. Et alors, il y avait 4-5 figures de chapeau de tabarin. Alors, moi, j'ai commencé ma recherche, et j'ai découvert un peu les autres. Mais on n'avait pas Internet, donc... j'ai jamais vu lui Truy, Felician Truy, qui était français, même si le nom était anglais. C'est un homme d'art. C'est un vrai comédien drôle. Il faisait plein de choses à part écrire, et c'est tout. Les chapeaux, les ombres chinoises, il faisait des sketchs. Et c'était la chose la plus difficile, c'est de trouver le feutre, trouver le matériel. Parce qu'à l'époque, tout d'abord, tous les gens portaient un chapeau. Alors tu faisais un chapeau, tu dis « Ah, le docteur !»« Ah, la garde suisse !»« Ah, le prêtre !» Maintenant, si tu ne racontes pas aux gens ce que c'est, tu sais, les chapeaux, on ne l'utilise pas tout. On peut regarder peut-être, si tu veux, un petit extrait de Treyway. Du coup, on a un film de Treyway qui fait le chapeau multiforme en copie 35 mm. Et à nouveau, c'est difficile d'arriver à s'imaginer ce que c'est, puisque c'est des bandes cinématographiques, il faut aller très vite, c'est l'accélération. Mais non, mais c'est qu'eux, on lui disait, c'est comme Incroyable Talent, hein, tu as 2 minutes, tu dois ramasser tout ton répertoire dans 2 minutes. Sûrement, lui, il parlait, il faisait des blagues, etc. Et tu disais, ça durait 50 minutes Non, oui, les autres, oui, parce qu'il faisait comme... quelqu'un qui va chez l'avocat, quelqu'un qui va chez... C'était des actions, un sketch. Lui, il faisait une exhibition publique comme moi, je fais au théâtre avec le public. Parfait, merci. Oui. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À quelle heure on va manger? Ça, c'est quand on meurt, ça. J'ai déjà... Alors, oui, des questions? Oui. Non. Il y a une voiture mal garée, quoi. Moi, j'ai plein de questions et je trouve ça... Il y a une anecdote qui m'a marqué quand tu m'en as parlé. On parlait de la construction de tes personnages. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis d'ajouter un nouveau personnage dans tes sketchs? Oui, moi, je parle toujours de... Je commence pas par le personnage, je commence par le conteneur. Alors, je me dis... je voudrais faire un numéro, par exemple, dernièrement, les séries télévisées. OK. Alors, comme ça, j'ai une grosse télé, je peux me changer derrière la télé, etc., etc. Alors, je me dis, bon, je commence à mettre sur un bout de papier les personnages plus marquants des séries télévisées des derniers 30 ans. Et je fais la liste, il y a, je sais pas, 25 personnages. Puis, et je commence à me dire, alors, on va tourner en Italie, en France, peut-être en Angleterre, etc. Alors, tu te rends compte que Doctor Who, inconnu en France. Alors, on tire une ligne sur Doctor Who.
est la plus ancienne série télévisée anglaise, qui dure depuis 50 ans. Etc. Donc, Arsène Lupin, j'avais écrit Arsène Lupin, dit, mais quand tu vas en Angleterre, personne ne le connaît. Mais Arsène Lupin. Alors, j'ai dû faire des concessions et trouver des personnages, pas 25, mais j'en avais besoin de 9-10, qui étaient quand même reconnaissables par des publics de différentes nations et plusieurs générations. Parce que si je fais... comment ça s'appelle? J'avais Breaking Bad dernièrement. Ma mère ne sait pas qu'est-ce que c'est Breaking Bad. Alors que Jessica Fletcher, tu vois, elle le connaît. Alors, il faut faire une espèce de brainstorming dans lequel tu es sûr que les personnages que tu vas porter sur scène, ils sont reconnaissables pour la majorité du public. Au moins, s'il y a un qui ne reconnaisse pas, tout de suite l'autre, c'est reconnaissable. Et aussi, je fais un numéro sur les chanteurs, tu vois, les grandes icônes de la musique pop. Alors, je fais Pavarotti, Elvis Presley, et puis qui devient les 4 Beatles, et puis devient Edith Piaf, comme ça on va en France, et pendant que je fais Edith Piaf, je me change les chaussures parce qu'on ne me voit pas, tu vois, j'ai fait tous ces raisonnements, et puis je dis non, il faut que je mette Madonna, Beyoncé, Michael Jackson, Freddie Mercury, et avec ça, je sais que je couvre presque la totalité des gens. Sinon, tu as des problèmes. Tu fais la tournée de la France ou de l'Italie et tu restes là. Déjà, quand on était en Amérique avec L'homme aux 1000 visages, je faisais ce numéro sur Hollywood qui durait 32 minutes et ça commençait avec Charlie Chaplin et le monde, tu vois, la planète. Et alors, on a fait Paris 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, très bien, Charlie Chaplin qui joue avec le monde, etc. Fameuse scène, icône de la cinématographie mondiale. On va en Amérique. Oh yes, when you do Hitler. Je ne suis pas Hitler, c'est Charlie Chaplin. Oh really? Oh really? Charlie Chaplin, il était naturalisé américain. Parce que c'est comme ça, chez les Américains, c'est un peu comme ça. Alors, on a dû projeter sur le monde Charlie Chaplin in The Great Dictator. Ah, on a mis les sous-titres, tu comprends. Mais même avec ça, quand je faisais Liza Minnelli, ma nièce, elle ne savait pas qui c'était Liza Minnelli. Elle avait 20 ans à l'époque, non, moins, 18. Liza Minnelli, tu vois, c'est comme pour quelqu'un qui a 40 ans, lui dit Miss Tanguette, tu dis Miss Tanguette, tu vois, déjà maintenant je parie de savoir qu'il n'y a personne qui a vu Miss Tanguette ici. Hein. Non, je suis sûr. Tu vois, mais c'est resté encore. Tu dis Joséphine Baker, ok, Jacques Brel, tu vois. Alors, je faisais Miss Tanguette. Les personnages, il faut les choisir. Ou si tu as quelqu'un un peu douteux, parce que Liza Minnelli, tu attrapes les gens qui ont plus de 50, tout de suite, tu fais quelqu'un plus connu par les jeunes, tout de suite après. Et après, surtout, la façon dans laquelle un personnage devient l'autre. Alors, par exemple, pour rester dans ce numéro-là, il y avait Judy Garland avec le chien Somewhere Over the Rainbow, le chien qui fait chier. Et puis, elle se déroulait et ça devenait le fil à linge qui rappelait Kansas City et elle devient Liza Minnelli, qui est sa fille, dont l'intellectuel et le critique dit « Oh, yes, very interesting ». Oui, parce que le but d'un spectacle, la chose la plus difficile, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Tu peux faire du spectacle intellectuel, tu vas faire la tournée des spectacles intellectuels subventionnés par l'État français qui est très généreux avec les intellectuels. J'ai des copains style, on disait avant James Thierry, tu vois, qui est le neveu de Charlie Chaplin, qui me disait il faut faire un titre qu'on ne comprend pas ce que c'est. Parce que c'est incompréhensible, plus tu le vends bien dans le circuit intellectuel. Alors que si tu fais un spectacle de cirque, ça doit s'appeler trapèze, applause, les clowns, tu vois, un truc court parce qu'il y a un public national populaire. Alors, la chose difficile, c'est de faire un travail un peu parallèle. Et
Donc, de chercher de donner des références culturelles qui sont saisies pour les gens qui ont la culture, donc les critiques de théâtre, qui peuvent choisir de te faire un petit article comme ça sur un journal ou une demi-page. C'est très important. Et puis, à part les personnages, les cultures, etc., c'est le truc émotif. Ça, ça passe toutes les générations et toutes les cultures, tous les niveaux sociaux. L'émotion, ça doit être vrai. Et ça doit être porté au bon moment, juste. L'émotion vraie, c'est pas l'émotion du Cirque du Soleil. Parce que pour le Cirque du Soleil, se dit, oh, tu mets un peu de lumière bleue, un peu de fumée, c'est poétique. Non. Ça dépend qui y a sur scène, tu vois. Parce que moi, j'ai eu la fortune de travailler avec André Heller en 1981. C'était un poète, écrivain, metteur en scène viennois. Et j'ai appris par lui. Je vampirisais beaucoup de gens dans ma vie. Alors tout ce que je vous raconte, c'est le fruit de dizaines d'années de vampirisage autour du monde. Oui, parce que ce metteur en scène, il m'a fait découvrir la métaphore, le sens de la métaphore théâtrale. C'est-à-dire faire voir une image qui provoque dans ton DNA culturel une espèce de crochet ou une petite étincelle qui te fait tomber dans une émotion. Alors, j'ai appris beaucoup de choses par lui. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais pour utiliser la variété et raconter aussi des histoires. C'était sur les émotions, là, oui, les émotions. Oui, l'émotion, ça doit être vrai. Voilà. L'émotion, ça doit être vrai, c'est-à-dire ça doit sortir du personnage. Alors, tu ne peux pas prendre un artiste qui porte sa vie sur scène, surtout un artiste de variété. L'artiste de variété, il ne vend pas Shakespeare, il ne vend pas Molière, il vend soi-même. On est d'accord? Il vend son répertoire et son attitude, sa habilité de pouvoir fasciner les gens. Ça, il le fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est merveilleux. Alors, tout ça, ça devient poétique. C'est comme un artisan, ça devient un monde. Et lui, il ouvre son monde au public pendant le spectacle et puis il retourne dans peut-être sa vie grise, etc. Mais au moment du spectacle, il devient comme une fleur s'ouvre, c'est merveilleux, etc. Alors, ça, c'est poétique. Tu dois utiliser ça pour fasciner le public. Donc, il faut avoir une vérité intérieure, une espèce de feu dedans. Méliès, il a fait ça toute sa vie, 500 films, parce qu'il avait ce besoin dans lui de faire ça. Tu vois? Et ces films sont vrais, parce que lui, passait ses nuits à faire des croquis, il s'inventait des choses. Ça sort d'un monde vrai, d'un besoin vrai. Alors, nous, on avait dans ce spectacle un monsieur chinois qui avait, je sais pas, 70 ans, il faisait des choses avec le diabolo. Tu vois? Surprenant personnage, tu vois, parce que 70 ans, mais rien d'éclatant. Mais le metteur en scène dit, non, tu le présentes, messieurs, mesdames, voilà, il a 102 ans, il nous arrive de la Chine, il avait un visage comme une affiche, tu vois, comme Fu Manchu, tu vois, pour dire tellement iconique, tu vois. Et on lui a mis à côté, on avait dans la troupe un petit garçon chinois de 8 ans. Et le garçon chinois, l'enfant, habillé en marin, et il disait en chinois, personne ne comprenait, mais on faisait confiance. Viens, Pépé, viens, fais-moi voir, qu'est-ce que tu veux faire? L'autre, il dit, oh. Il était un peu comme ça dans la vie aussi. Tu disais, c'est où les toilettes? Par là. Oh, ok, il parlait pas de... Et alors l'enfant, il s'asseyait sur le bout de la scène, et ce monsieur chinois, qu'il était tout raide, rattrapé dans les coulisses, il se redressait et faisait son numéro de diabolo. Les gens hurlaient. Parce que c'était, vous comprenez, c'était toute sa vie dans ces putains de 5 minutes de spectacle. Et on pouvait, si vous voulez voir encore ça de votre vivant, vous pouvez aller chez Michou, où il y a des artistes qui représentent les étoiles de leur époque. Donc, ils font Dalida comme pourrait être à 60 ans, parce qu'ils ont cet âge-là, mais tu vas comprendre que dans ces 3 minutes de Dalida, le monsieur sur scène, c'est ces 3 minutes de sa journée. Tu comprends et il te le vend comme son meilleur
rayonnement de sa vie. Et ça n'a pas de prix. Et c'est poétique. Et c'est vrai. Si tu mets de la lumière bleue et quelqu'un de 20 ans qui fait Dalida, bouf, c'est pas intéressant. Vous comprenez? Et tout ça, ça vient d'un besoin intérieur. Moi, j'étais un timide terrifiant. C'est grâce au costume et la métamorphose que je pu aller sur scène, etc., et faire des personnages et m'habiller en femme. Tous les fantasmes que j'avais, je les fais. Je tuais des gens dans des pièces. C'était merveilleux, le théâtre. Hein. Tu peux mourir des dizaines de fois. C'est merveilleux. Tous les soirs, tu meurs, mais ça se ferme le rideau et tu es vivant et tu vas dîner avec les copains. Et c'est thérapeutique, tu vois. Et donc, ça, c'est poétique. Merci, merci beaucoup. Bon, ça, c'est pas avec Méliès, mais pour dire, par exemple, il y a plein de petites curiosités. Il n'y a pas le temps. Bon. Merci beaucoup, Arturo. Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'on va manger? Voilà. Voilà le décapité récalcitrant là-bas. Non, derrière toi, regarde, c'est merveilleux. Je le connais, le monsieur, je pense. Merci beaucoup, Arturo, Merci pour ta venue, pour ta générosité. Merci encore. Merci à tous.